outils qu'on va vous présenter sont clairement orientés intelligence collective, animation de temps collective, idéation, facilitation, et à ce titre font partie ou feront partie demain de votre boîte à outils personnelle en tant que manager du service public, mais aussi pour les facilitateurs. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les facilitateurs, Thierry? Bah, tout à fait, parce que facilitateur, c'est vrai que c'est une posture à l'écoute qui va essayer de tirer le meilleur du collectif. Mais se dire qu'on va devenir facilitateur, c'est tout un chemin, tout un travail. Et l'idée de commencer par des outils, c'est vraiment d'avoir des supports pratico-pratiques qui vont vous apporter de la méthodologie et vous rassurer dans vos premiers pas pour animer vos ateliers ou vos démarches collaboratives. Etaline, le laboratoire d'innovation publique de l'État en Pays de la Loire, a une équipe pluridisciplinaire qui accompagne les services de l'État en tout ce qui concerne l'innovation et la transformation autour des trois axes: la transformation numérique, la transformation managériale et la transformation des méthodes. Au sein de tous nos projets, on essaye de recueillir la parole de l'usager au sens large, et pour ça on va utiliser des outils d'idéation, donc s'inspirer d'outils existants, utiliser des outils existants, ou alors créer nos propres outils en fonction du public que l'on a en face. Et ces outils vont nous permettre de mettre tout le monde à l'aise, de permettre à tout le monde de prendre la parole, et voilà, que tout le monde puisse exprimer ses besoins et ses ressentis au sein des ateliers. Ces outils d'idéation nous permettent de travailler de manière collaborative avec les usagers, de faire appel à leur créativité pour trouver des solutions qui vont être innovantes, et enfin de structurer en fait la pensée, de structurer les besoins pour qu'on puisse travailler tous ensemble à partir de ces bases-là. L'idée du Vision Boat, une des plus-values de cette métaphore visuelle, déjà, c'est la présence d'une île. Cette île, c'est la cible qu'on veut atteindre. En fait, tout projet, ça consiste à partir d'un point A et d'aller vers un point B. Donc ici, on va essayer de bien s'aligner, de bien comprendre, de bien partager, dans un premier temps, autour de la vision de cet idéal. Donc, très concrètement, on fait produire des idées, des idées en individuel pour caractériser finalement l'objectif qu'on va atteindre. Plus on arrivera d'ailleurs à être précis dans cette définition de la cible, plus on pourra par la suite se dire est-ce que vraiment on atteint l'objectif, est-ce que nos idées elles sont bien au service de l'objectif qu'on veut atteindre. Donc pour prioriser derrière les idées d'action qu'on pourra mettre en place, ce sera important. Une fois qu'on a caractérisé notre cible, eh ben, on va faire réfléchir les participants sur quels sont les atouts, les forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Donc ça, c'est des choses factuelles qui existent aujourd'hui dans notre organisation, dans les réalisations déjà de projets qu'on a pu faire précédemment. Donc ça va être une autre couleur de post-it. Par exemple, on va mettre du post-it vert pour tout ce qui est les points forts, les atouts. Et puis, on fait travailler dans un troisième temps sur les encres, qui sont les freins, tout ce qui va gêner l'atteinte de la cible. Pareil, des choses existantes, en tout cas qui sont ressenties comme telles par les participants, des points de blocage, des points de friction, et donc on fait ce diagnostic. On peut compléter, c'est facultatif selon les situations, selon les sujets et selon le temps dont on dispose pour animer cet atelier, par une quatrième étape qui va être une étape d'analyse des causes un petit peu externes qui pourraient nous aider à atteindre notre objectif ou nous freiner dans l'atteinte de ces objectifs. Pourquoi pas une analyse de risque aussi qui permette ensuite anticiper, faire un plan d'action de prévention par rapport à ces risques. Donc le Vision Boat en résumé, un outil pour partager de la vision, aligner de la vision stratégique, réfléchir à l'avenir ou à des projets qui sont en cours de lancement. Et c'est bien de le faire assez en amont. C'est un exercice qu'on propose très souvent au comité de direction, par exemple, pour vérifier qu'ils ont bien une vision alignée, quand bien même des objectifs stratégiques auraient déjà été définis par le siège, par le ministère, par je ne sais qui. Voilà, ça permet de décliner finalement aussi au sein des services et au sein des équipes un plan d'action stratégique avec une vision stratégique globale pour savoir comment, en pratique, on va s'y prendre pour le décliner et leur donner dans le bon sens. Au sein d'Etaline, on est en train de construire un nouveau réseau d'ambassadeurs de la transformation au sein des différents services de l'État en région. Et pour cela, on a organisé une journée pour co-construire avec les futurs ambassadeurs ces nouveaux réseaux. Lors de cette journée, on a utilisé les Vision Boats pour faire émerger les objectifs du réseau, comme ici représenté par Lille, qui étaient de diffuser l'innovation transverse au sein des différents services, de faire émerger aussi les freins, mais aussi les besoins de l'équipage, comme l'effet d'avoir une animation spécifique du réseau.
Le blason que je vous présente aujourd'hui fait partie de ces petits outils d'idéation très simples à utiliser pour, par exemple, lancer une communauté, fédérer un groupe, une équipe, une direction, une communauté de facilitateurs, une communauté d'innovation. Bref, on est souvent dans un usage au démarrage de quelque chose, d'un groupe humain qui a besoin de réfléchir ensemble à partir de différentes zones. Alors ces zones, elles sont, notre recommandation, c'est vraiment que vous fassiez travailler d'abord personnellement chacun en notant sur des post-it et en ayant un temps de travail individuel où on pose la réflexion avant de mettre en commun et dans un ordre précis que vous allez comprendre. On demande en fait au groupe de s'interroger d'abord sur ses valeurs. C'est quoi nos valeurs? Comment est-ce qu'on les formule? C'est quoi nos inspirations? Qu'est-ce qui nous guide? Est-ce que ce sont des conférences, des vitamines mentales? Bref, peu importe, quelles sont les sources d'inspiration. S'interroger aussi, et ça c'est pas toujours facile, de faire un autodiagnostic de ses ressources et de ses points forts. Dans l'équipe que nous constituons là, dans le groupe humain qui est en train de se mettre en œuvre, quelles sont nos ressources, quels sont nos points forts. Tout ça permet ensuite de réfléchir et d'aller un petit peu plus loin sur c'est quoi la mission, où est-ce qu'on veut aller, c'est comment on définit notre mission, et puis bien sûr d'aboutir autant que faire se peut sur une devise. La devise en jargon marketing, on pourrait appeler ça une baseline, c'est un peu ce qu'on va avoir envie de souligner, c'est ce qu'on va avoir envie de mettre par exemple dans une signature mail parce qu'on a envie de faire savoir aux collègues qu'on fait partie d'une communauté de facilitateurs ou qu'on participe à tel projet sur lequel on veut appuyer en particulier. Voilà, donc c'est un outil de réflexion. Ces étapes-là ne sont pas toujours faciles, notamment la partie mission, la définir. Nous, on vous recommande d'essayer vraiment de la définir avec un verbe d'action à l'infinitif, pas une formule trop creuse ou trop générique, vasouillarde, que personne ne comprendrait, parce que ça a aussi une fonction de communication interne, j'oserais même le terme de marketing interne, pour valoriser un projet ou une communauté auprès de ses pairs, auprès de ses collègues. Donc ce blason, il a l'utilité du team building, c'est une pierre fondatrice un peu pour le groupe qui réfléchit dessus, et puis c'est aussi potentiellement un outil de communication interne formidable, au moins en partant de la devise qu'on se donne. Alors les valises et les ballons, ce qu'on aime bien dans cet outil avec Thierry et avec de nombreux facilitateurs, c'est son extrême simplicité. Les valises et les ballons, ça sert notamment à traiter d'une problématique ou à entretenir un dialogue autour de ce qui va bien ou de ce qui va moins bien. Donc les valises en pratique, c'est ce qui nous tire vers le bas, ce qui nous pèse par exemple au travail, ou c'est les difficultés rencontrées face à un projet. Les ballons au contraire, c'est ce qui nous tire vers le haut, ce qui fait qu'on n'a pas le cafard le dimanche après-midi en pensant au lundi matin si la question posée est celle par exemple du rapport au travail, mais c'est très efficace aussi sur des projets. Concrètement, le facilitateur ou l'animateur de l'atelier, il s'y prend comment? Qu'est-ce qu'il demande à son public? Alors effectivement, il va falloir structurer un petit peu l'animation. La première étape, ça va être que les participants produisent individuellement des idées sur leurs valises et leurs ballons. Là, l'enjeu, c'est d'éviter le conformisme et puis c'est d'engager aussi chacun, puisque comme il va falloir ensuite partager sa production individuelle, on a envie quand même d'avoir des choses à apporter à l'atelier. Combien de temps on leur demande de travail individuel 4-5 minutes sur les valises et les ballons. Et puis après, on va passer dans une phase de partage. Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien partager d'abord par les ballons pour mettre en évidence le positif sur lequel on va pouvoir s'appuyer, puis sur les valises. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir aussi en fonction du contexte de l'atelier. On peut faire l'inverse. L'important, par contre, c'est de bien structurer un temps pour les valises, un temps pour les ballons. Et de ne pas oublier, et ça c'est important dans ce que tu viens de dire Thierry, d'insister sur le positif parce qu'on a un peu ce réflexe et ce défaut parfois dans les pays latins d'insister un peu trop sur ce qui ne va pas et de d'abord voir les problèmes en oubliant de voir des solutions ou de suggérer des améliorations. Ensuite, du coup, on va chercher en fait dans votre posture de facilitateur, on va poser des questions de clarification aux participants pour s'assurer qu'on comprend bien tous la perception, les avis, les opinions de chacun. L'enjeu n'est pas du tout de savoir qui a tort, qui a raison, est-ce que c'est un point fort ou un point faible, un irritant ou pas. C'est vraiment d'être à l'écoute pour faire un diagnostic et ensuite de réussir à prioriser, finalement à catégoriser, à se rendre compte où sont les vrais sujets à travailler pour derrière sans doute pouvoir passer sur une phase de recherche de solutions sur les vraies problématiques, les vrais enjeux qui sont ressortis par cette analyse. Nous vous présentons les chapeaux pour penser.
d'Édouard de Bonneau. C'est un outil formidable. Moi, c'est personnellement vraiment un outil un peu passion parce que c'est l'outil qui nous permet de faire un pas de côté dans une vision systémique, une vision de pensée systémique qui permet d'envisager un projet, une problématique, une équipe sous différents angles. Édouard de Bonneau nous invite tout simplement à revêtir symboliquement des chapeaux de couleurs différentes qui chacun incarne un point de vue différent. Et petit point de méthode avant de passer la parole à Thierry, petit point de méthode important, c'est qu'on vous conseille d'animer ça en invitant tout le monde à être successivement chapeau blanc, chapeau rouge, etc. Plutôt que de faire un espèce de jeu de rôle où chacun jouerait l'un des chapeaux, ce qui donne des oppositions un peu stéréotypées et stériles. Le point de départ, ça va être le chapeau blanc finalement pour poser le contexte, pour objectiver, bien comprendre dans quelle situation, de quelle situation on part. C'est vraiment le côté, les faits, les choses qui sont quelque part pas discutables parce que c'est des observations et c'est ça qui... C'est objectif. Voilà, c'est l'objectif. Et tout de suite derrière, c'est vrai que le deuxième chapeau que j'aime bien faire revêtir à mes participants, c'est le chapeau rouge des émotions pour accueillir les ressentis et tout de suite poser au centre finalement mon enthousiasme ou mon appréhension, mes peurs, mes craintes. Pour ensuite pouvoir travailler de manière plus objective sur les chapeaux suivants. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Alors le chapeau noir, c'est un chapeau qu'on connaît bien, sur lesquels on a souvent des réactions dans nos réunions, etc. Vous connaissez ça, c'est-à-dire la personne qui va critiquer, qui va être plutôt dans le négatif. Mais en même temps, il est très utile parce que ça peut aussi nous permettre de nous prévenir de certains dangers, de nous alerter sur des zones de risque. Heureusement, il y a le chapeau jaune qui contrebalance, Thierry. Tout de suite derrière, on va envisager les clés de succès, les leviers qui vont nous aider à y arriver, les bénéfices qu'on escompte aussi de cette transformation qu'on va mettre en place, ce qui nous fait briller les yeux finalement, parce qu'il va falloir donner envie dans cette transformation. Et le chapeau jaune, il est là pour ça, pour se rassurer, pour se dire sur quoi on va pouvoir s'appuyer de positif, qu'est-ce qu'on va tirer de chouette de cette transformation. Le chapeau vert, là on s'éclate, on se libère, on libère la créativité, on imagine des voies de traverse, voilà, rien n'est interdit. Et quand on est dans le chapeau vert, on n'est pas à se poser la question de la faisabilité. Ça c'est un défaut très français aussi, c'est que dès que quelqu'un a une idée, on est déjà dans le comment on va faire, etc. Là vraiment on essaye de se lâcher, on dévoile le champ des possibles, on s'ouvre au maximum pour avoir des idées fertiles tous ensemble. Et si, et si, et si ? Et si, et si. Le chapeau bleu, c'est sans doute le plus difficile, Thierry, parce que c'est celui qui fait la synthèse. C'est la convergence. Effectivement, on va essayer de ressortir les points saillants qui ont été partagés dans les différents chapeaux précédents, les différentes postures, regards précédents qui ont été portés sur le sujet, pour organiser, canaliser et peut-être restructurer et amender d'ailleurs la proposition, l'idée de départ, justement au regard de tout ce qu'on a partagé précédemment. C'est tout l'enjeu de facilitation, c'est d'avoir réussi à poser nos regards initiaux, enlever nos biais de confirmation et après ce partage multifacette, finalement, essayer de trouver la solution la plus efficace, de meilleure qualité et qui fera l'adhésion puisqu'on aura pu partager tous ces perceptions et ces ressentis. Le chapeau bleu, finalement, c'est souvent celui du manager ou du top manager ou de celui qui, in fine, reformule avec l'équipe l'ensemble de ce qui s'est dit sur les autres chapeaux et qui doit, ce qui n'empêche pas sa capacité d'arbitrage. En tant que designer, dans tous nos projets, on va suivre le schéma du double diamant qui va nous permettre dans un premier temps de définir une solution, puis ensuite de réouvrir la réflexion pour s'assurer qu'elle convient bien à tous les publics concernés et définir une solution beaucoup plus adaptée. Et dans ce cadre-là, on peut être amené à utiliser donc les chapeaux de Bonneau qui vont nous permettre finalement d'ouvrir la réflexion et d'avoir une vision globale de notre solution. Par exemple, pour le projet pour lequel on a repensé l'espace d'accueil du commissariat, lorsqu'on avait des premières pistes de solutions, on a utilisé les chapeaux pour penser afin de recueillir les différents points de vue justement et de pouvoir s'assurer que les solutions que l'on proposait étaient adaptées à toutes les situations qu'on avait identifiées au préalable. Je vous propose de travailler avec l'outil « On continue, on arrête, on tente ». Comment est-ce qu'il va vous aider cet outil ? Il va vous aider à identifier, à prioriser les tâches, les actions à engager concrètement avec votre équipe pour mettre en œuvre la transformation sur laquelle vous vous êtes accordé. Très concrètement, on invite chaque participant à réfléchir à des actions, des tâches à mener ou à identifier celles qu'il a déjà d'ailleurs dans son portefeuille de choses à faire qui sont au service de cette transformation et les choses qu'on veut continuer parce que ça marche bien, c'est efficace, c'est vraiment au service de l'objectif visé. On va se poser la question de qu'est-ce qu'on arrête. Et ça, c'est essentiel.
comment lancer des nouvelles tâches, comment transformer des choses si on est déjà englué dans un existant, qu'on n'a plus de ressources finalement à allouer à ces nouveaux projets. Donc la question d'arrêter est essentielle. C'est souvent d'ailleurs la case la plus difficile à remplir. Vous allez voir que décider d'arrêter quelque chose, ce n'est pas ce qu'on fait naturellement. Et donc là, il y a une zone entière pour vous inciter à ça. Et puis, il y a évidemment l'invitation à oser faire autrement. Avec le on tente des nouvelles choses, on tente de faire différemment. Vous voyez bien d'ailleurs qu'il y aura des liens qui vont se créer assez naturellement entre des choses qu'on arrête, on arrête de faire comme ça. Par contre, on teste autre chose. Donc, je vous invite à faire réfléchir les participants en une seule passe sur l'ensemble de ces cases et à tirer les fils ensuite lors de l'animation de « Ah, tu me dis que tu arrêtes cette action-là, du coup, est-ce que tu tentes quelque chose à la place ?» Et pour essayer de bien comprendre la pensée et les articulations entre les actions qu'il peut y avoir. Ça, c'est pour la présentation un petit peu statique de l'utilisation de cet outil. Mais ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'on est dans une démarche d'amélioration continue, d'agilité, d'itération. Et donc, on va pouvoir piloter dans le temps des actions qu'on a positionnées dans On tente, par exemple, 3 semaines après, 1 mois après, un trimestre après, en fonction de la nature du projet qui est envisagé dans cette démarche. On va se dire, est-ce que ce qu'on a tenté a fonctionné? Si oui, hop, on glisse. L'idée, la tâche, passe à on continue. Ça n'a pas fonctionné, on n'est pas sur le résultat escompté, ça nous consomme trop de ressources, et on arrête de faire comme ça et on retentera des nouvelles choses. Vous voyez bien que c'est des outils qui nous permettent de réalimenter au fil de la transformation en nouvelles idées, en nouvelles hypothèses et de tester, de vraiment doser notre stratégie de transformation. Alors dans cette vidéo, vous avez découvert les nombreux usages des outils d'idéation qui vous seront utiles, soit pour animer vos réseaux professionnels, ou encore pour dynamiser vos actions de formation, par exemple sur le principe de la pédagogie inversée, ou pour ancrer des acquis de formation, ou encore pour faire connaître à vos managers ces outils et ainsi leur permettre de passer de l'intention à l'action. Donc je vous invite maintenant à tester ces outils.